Au cours de l'entraînement et des différentes étapes du dressage, il faut être conscient que notre cheval commettra des erreurs, tout comme nous, car la perfection n'existe pas. En ce qui concerne le dressage, on doit considérer que le cheval ignore ce qu'on lui demande. Il arrive même parfois que nous hésitions nous-mêmes sur la façon de transmettre nos indications. Et lorsque l'on enseigne, on recherche la meilleure méthode d'apprentissage possible. Il faut donc accepter les erreurs, aussi bien les nôtres que celles de notre cheval. L'entraînement, qui consiste à répéter à l'infini les mêmes exercices, constitue sans doute la partie la plus fastidieuse d'une discipline. La monotonie et la fatigue peuvent parfois décourager plus d'un cheval et lui ôter l'envie de continuer. Lors d'un concours ou d'une compétition, il peut arriver qu'un cheval soumis à une trop forte pression refuse d'exécuter telle ou telle figure. C'est peut-être le résultat d'un entraînement ou d'un dressage incomplet. Mais il est possible également qu'un cheval bien dressé et parfaitement entraîné ressente une gêne ou une douleur qui l'empêche de faire aujourd'hui ce qu'il faisait hier sans sourciller. Avant d'adopter une quelconque mesure de correction, il est préférable de s'assurer avec un vétérinaire de la bonne santé de notre cheval, car la douleur peut inhiber toute activité physique. Après avoir vérifié que notre cheval n'a aucun problème de santé, on pourra alors songer à une méthode de correction pour qu'il finisse par accepter de faire ce qu'on lui demande. Mais comment s'y prendre correctement? Une correction doit procurer au cheval une gêne importante, afin de le pousser à réaliser les exercices pour lesquels il ne ressentira aucune contrainte. Une correction ne doit jamais et en aucun cas être agressive, car l'agressivité provoque une réaction violente et ce n'est assurément pas le but recherché. Faire reculer un cheval qui exécute mal un exercice par de petites pressions fastidieuses mais non violentes sur le licol peut être considéré comme une correction, d'autant plus que le reculer n'est pas un mouvement naturel chez le cheval et que cela l'indispose. De petites pressions répétées mais modérées valent mieux que quelques secousses brusques et violentes. De même, obliger un cheval à effectuer de petits cercles avec de légères pressions sur la bouche, lorsqu'on le monte, peut fonctionner comme une correction. Le cheval n'apprécie pas de tourner en rond et il cherchera immédiatement à s'épargner ce désagrément. Même un léger mouvement d'éperon, insistant, vaut mieux qu'une série de coups d'éperon agressifs. L'agression est synonyme de douleur et de violence excessive. Elle est toujours le fruit de l'incapacité du cavalier à obtenir naturellement ce qu'il désire de sa monture. Tout cavalier, un tant soit peu expert, bannit l'agression de son équitation, parfaitement conscient qu'un cheval qui se sent agressé se bloque et n'apprend plus. Afin d'atténuer la douleur, un boxeur tend ses muscles pour recevoir les coups. Le cheval, lui, fait de même pour éviter un coup de cravache ou d'éperon. Mais un cheval qui tend ses muscles court et saute moins bien. L'usage modéré de la cravache, lorsque le cheval est distrait ou lorsqu'il regarde dans une mauvaise direction, peut parfois s'avérer utile. En revanche, cravacher à répétition le cheval est souvent ressenti par ce dernier comme une agression inutile et la plupart du temps contre-productive. De même, faire monter un cheval dans un van avec une personne qui le tire à l'aide d'une corde et une autre qui le pousse avec une cravache constitue une agression qu'il convient de ne jamais mettre en pratique. Une punition est une sanction à l'encontre de quelqu'un qui a mal agi et n'est pertinente que si l'on est capable d'expliquer à cette personne les raisons pour lesquelles elle est punie. Un détenu purge une peine de prison pour avoir enfreint la loi et il en est conscient. Mais pour un cheval, la punition n'a aucune valeur. En effet, les chevaux ne sont pas capables de faire le lien entre une situation de contrainte et le mauvais comportement qui en est à l'origine. Par exemple, si un cheval a mangé le maïs du champ d'à côté et qu'on le prive de nourriture pendant un jour, il ne comprendra pas que c'est à cause de ce qu'il a fait la veille qu'il a faim aujourd'hui. De même, s'il s'échappe d'un enclos et qu'on l'attache ensuite pendant un certain temps pour le punir, il ne comprendra pas les raisons de cette situation. Le cheval n'a pas la capacité de comprendre les raisons pour lesquelles on le punit. Si un cheval ne fait pas ce qu'on lui demande, il faut simplement l'entraîner davantage. La cravache ne remplacera jamais un manque d'entraînement. Connaître la portée d'une sanction tout en étant conscient de son éventuelle incapacité à obtenir ce que l'on souhaite de son cheval, voilà la plus grande qualité d'un cavalier.
Une bonne observation du cheval permet d'obtenir quantité d'informations sur sa condition physique. Et les caractéristiques variables des principales parties de son anatomie nous permettent de déterminer s'il est fait pour telle ou telle activité. La région du rein commence là où se termine celle du dos. Elle se trouve donc devant la croupe, qui se situe, elle, juste devant la queue du cheval. En réalité, lorsqu'on parle de la région du rein, on fait référence à une zone qui se trouve légèrement plus en arrière que la véritable position des reins. Le rein gauche, par exemple, se situe sous l'arc de la dernière côte et des apophyses transverses des 2 ou 3 premières vertèbres lombaires. Le rein droit, en revanche, se trouve plus en avant, sous l'arc des 3 dernières côtes et des apophyses transverses de la première vertèbre lombaire. Et donc, si l'on observe un peu plus en arrière, là où il n'y a plus de côte, au niveau des 3e, 4e et 5e vertèbres lombaires, un peu avant l'union des os de la hanche, on trouve la région que l'on appelle le rein, qu'il ne faut pas confondre avec les organes du même nom. La région du rein constitue la charnière entre l'arrière-main et le dos et sert de point d'union entre la masse corporelle et la puissance, autrement dit, entre le moteur et les muscles qui fournissent force et puissance aux membres du cheval. C'est également sans nul doute la partie de la ligne de dessus qui est le plus sujette aux lésions. Elles sont dues notamment aux déchirures, qui surviennent dans le cas d'efforts excessifs ou bien lorsque le cavalier rebondit sur la selle et heurte cette zone. C'est pour cela qu'en observant un cheval, on privilégiera un rein court qui est souvent plus fort. N'est-il pas plus facile de briser un bâton long qu'un bâton court? Le rein doit également être puissant, car il s'agit d'une zone musculaire dont l'action consiste à pousser en transmettant l'impulsion et la force qui viennent des jambes. N'oublions jamais qu'une corde cède plus facilement dans sa partie la plus faible. Il ne faut cependant pas confondre un rein musculeux et un rein dit fort. On qualifie de musculeux un rein trop proéminent sur la ligne de dessus. Cette caractéristique peut être le résultat de la déformation de la colonne, d'une musculature excessive ou bien encore d'un surplus de graisse. Dans ces cas-là, la selle prend appui principalement sur le haut du rein en laissant le dos libre et le poids du cavalier ne se répartit pas correctement sur l'ensemble de la ligne de dessus. Idéalement, le rein doit être large et non effilé, car c'est à cet endroit-là que vient se poser la partie arrière de la selle. Cela explique pourquoi un rein trop effilé se blesse beaucoup plus facilement. Un rein dépourvu de défaut permettra au cheval d'exprimer son meilleur potentiel, tandis qu'un rein manquant de force l'exposera aux douleurs et aux blessures. Pour obtenir un bon rassemblé de notre cheval et le faire reculer sans problème, il faut que son rein soit fort et souple, afin de permettre au postérieur de bien s'engager sous l'abdomen. Et lorsque le cheval effectue des arrêts brusques, c'est le rein qui s'abaisse pour amortir les mouvements de l'arrière-main. Dans les spins, tours effectués par le cheval autour d'un pied postérieur faisant office de pivot, le cheval se maintient en équilibre seulement si le rein est suffisamment fort et bien entraîné. Si tel est le cas, le rein pourra également supporter une impulsion sur les côtés. Cela permettra d'éviter que l'arrière-main ne se déplace vers l'extérieur. La région du rein est probablement la partie du cheval que les gens observent le moins. Elle constitue pourtant une sorte de déclencheur qui permet d'obtenir, en s'y prenant bien, toute la puissance d'une monture au moment voulu. Parler de la race Percheron, c'est évoquer ces chevaux énergiques connus pour leur puissance. D'ailleurs, saviez-vous que les chevaux Percheron possèdent pas moins de 488 muscles? Le berceau d'origine de la race Percheron s'étend de la région du Perche, au sud de la Normandie, jusqu'à la Beauce. Il s'agit de régions agricoles dotées de pâtures au sol riche en silice et en argile.
On raconte qu'à l'époque de Napoléon, on fit s'accoupler 2 étalons arabes avec des juments percherons pour affiner les traits de la race, sans pour autant perdre la puissance et la robustesse qui l'ont toujours caractérisée. On obtint de la sorte 2 types de chevaux. D'un côté, le petit percheron ou percheron postier, utilisé pour le trait léger et rapide, notamment les services de poste et de diligence, qui dépassaient rarement 1,57 m au garrot. De l'autre, le trait percheron ou grand limonier, plus lourd, pouvait lui atteindre 1,80 m au garrot. Les premiers pesant environ 600 kg, tandis que les seconds peuvent dépasser la tonne. Le percheron connut son heure de gloire au cours des guerres qui firent rage à partir du XIe siècle. Leur faculté à transporter à grande vitesse de lourdes charges était très appréciée. Il faut savoir qu'un cavalier et son armure pouvaient peser plus de 200 kg. Avec ses petites oreilles et sa tête fine et expressive, le percheron se présente comme une race particulièrement élégante, avec un corps compact et musclé qui lui confère puissance et prestance. Le profil de la tête, rectiligne ou subconvexe, traduit un caractère joyeux, aimable et docile. L'encolure courte et rouée typique des percherons les classe comme des chevaux de trait et non de selle. Pourtant, tous ceux qui les montent ne cessent de louer la beauté et la puissance de leurs mouvements. Les canons fournis possèdent des ligaments robustes qui font leur force. Ils n'en demeurent pas moins nets et plats. Vus de profil, les canons sont également courts, prêts à transmettre aux membres l'impulsion en provenance du cerveau, lorsque le moment de l'effort intense est venu. La croupe longue est inclinée, de telle manière qu'elle permet aux antérieurs d'arriver jusque sous le ventre pour donner le maximum d'impulsion au cheval. La distance qui sépare le ventre de la ligne du sol est pratiquement égale à la profondeur du thorax. En observant attentivement un cheval percheron, on peut remarquer les fanons ou touffes de poils à l'arrière des boulets. Durant les mois d'hiver, ces poils leur permettent de drainer l'eau glacée du sol dans les pâtures de leur terre d'origine. Leurs articulations très solides les rendent presque indestructibles. Souvent comparé à un tracteur, dont un ancien modèle s'appelle justement le percheron, ce cheval allie puissance et humilité. Pendant des décennies, près de 20 000 percherons ont circulé dans Paris, au service de la compagnie des omnibus parisiens ou encore de grands magasins. Ils étaient capables de tirer des charges allant jusqu'à 12 tonnes, à une vitesse qui n'aurait rien à envier aujourd'hui aux bus de nos grandes villes. Son coût d'entretien très bas a contribué au succès du percheron auprès des entreprises de messagerie et de diligence, ainsi que pour les travaux des champs. Devant ce succès et la demande croissante en chevaux percherons, de nombreux éleveurs s'en allèrent chercher des poulains dans d'autres zones d'élevage, en les faisant passer pour des percherons. C'est ainsi que des chevaux issus d'autres races se mélangèrent aux percherons. Et sous prétexte qu'ils étaient gris ou noirs, ils vinrent grossir les rangs de la race durant cette période. Toutefois, ce mélange permit à la race percheronne de s'améliorer en bénéficiant de gènes d'autres races. Aujourd'hui, la mécanisation a vu les bus, les tracteurs et autres véhicules motorisés remplacer le percheron, mais la race n'a pas disparu pour autant. Car le percheron, cheval de trait par excellence, a connu une importante reconversion dans le domaine des loisirs, où sa prestance et sa docilité font merveille. Le percheron est également très apprécié dans la gestion écologique des forêts, notamment pour le débardage. Un percheron est reconnaissable entre mille. Ses allures souples et légères, ainsi que l'élégance et la gentillesse qui le caractérisent, demeurent sans égal.
L'épreuve Roberto C. Dowdall fut créée à l'origine pour les chevaux Criollo pure race inscrits au Studbook. Elle doit son nom et sa création à un ancien président de l'association des éleveurs de Criollo. On place sur la piste 11 barils métalliques, en respectant une disposition bien précise. S'il s'agit de barils en plastique, ils doivent être lestés d'au moins 20 litres d'eau. Dans la première partie du parcours, les obstacles 1, 2 et 3 sont placés à 7 mètres les uns des autres, mesurés à partir du milieu de chaque baril. Il s'agit là de la zone de slalom, de départ et d'arrivée. Les 4 barils disposés dans la seconde partie du parcours, autour desquels il faut exécuter des tours, doivent être séparés par une distance de 25 mètres, toujours mesurée depuis leur centre. Quant aux 2 barils qui matérialisent la zone de départ, ils doivent se trouver à 3 mètres de la ligne d'arrivée. Chaque cavalier, en partant du point A ou zone de départ, doit slalomer entre les barils numéro 1, numéro 2 et numéro 3. Le concurrent est libre de choisir le côté pour attaquer le baril numéro 1, mais il est conseillé de commencer par la gauche pour éviter un changement de main en tournant à droite au moment de contourner le baril numéro 4 à la sortie du slalom. Après avoir contourné les 3 premiers barils du départ, le cavalier doit en effet tourner immédiatement à droite pour atteindre le baril numéro 5, autour duquel il doit effectuer un tour complet vers la droite. Il continue ensuite en ligne droite vers le baril numéro 6, en effectuant cette fois un tour complet vers la gauche. De nouveau une ligne droite vers le baril numéro 7, avec un tour vers la droite, comme au baril numéro 5. Le cavalier doit ensuite aller contourner le baril numéro 8 avec un tour sur la gauche, comme au numéro 6. À ce moment-là, il doit franchir une nouvelle fois la porte numéro 4 pour un slalom en sens inverse entre les barils numéro 1, 2 et 3, avant de franchir le point A, autrement dit, la ligne d'arrivée. Le chronomètre démarre lorsque le cavalier franchit la ligne de départ et s'arrête lorsqu'il passe le point A à l'arrivée. Dans l'attente du signal de départ, le cavalier doit maintenir sa monture immobile. Il peut se voir obligé de démarrer l'épreuve même si son cheval se trouve en mauvaise position dans la zone de départ. Si 30 secondes après le signal de départ, le cavalier ne parvient toujours pas à maintenir son cheval en position de départ, il sera éliminé de l'épreuve. Lors des compétitions, chaque concurrent n'est tenu qu'à un seul passage obligatoire. Dans les finales nationales, il arrive parfois que les concurrents disposent de 3 passages, le temps retenu étant la moyenne des 2 meilleurs temps. La chute d'un obstacle ou une erreur de parcours sont sanctionnées par des pénalités. La course est alors considérée comme perdue, le temps de passage étant chronométré sans être enregistré. Poser le pied à terre est également éliminatoire, de même que la chute du cavalier combinée à celle du cheval. Les concurrents doivent prendre le départ seuls et en selle. Ils n'ont droit à aucune aide extérieure pour maintenir le cheval immobile dans la zone de départ. Seul l'usage de la cravache plate est autorisé. L'usage d'un fouet ou d'une cravache tressée est formellement interdit. Il est interdit d'utiliser plus de 2 rênes, qui doivent être toutes 2 rattachées au mors pour être manipulées directement par le cavalier. L'usage excessif des rênes peut entraîner, selon l'avis du jury, une pénalité pouvant aller jusqu'à 3 secondes. Le cavalier pourra se servir de tous les accessoires d'équitation classiques, comme les éperons ou la cravache plate. Toutefois, un usage excessif des éperons ou de la cravache de la part du cavalier peut être éliminatoire. Enfin,
tout comportement considéré comme illicite par le jury ou contrevenant au règlement peut entraîner une disqualification. Dans le cadre des épreuves de classement du championnat national, le parcours doit obligatoirement être mesuré avec précision, à l'aide d'un mètre ou d'une corde, afin de respecter les distances inscrites dans le règlement. Enfin, le temps de passage doit être relevé simultanément par 2 chronomètres, afin d'éviter toute erreur dans le classement du championnat national. Si la piste sur laquelle se déroule l'épreuve est en mauvais état, aucune correction ou décompte de temps ne pourra être effectué. L'objectif de cette épreuve, qui mêle vitesse, habileté et adrénaline, est de transformer en compétition les gestes quotidiens des gauchos argentins lorsqu'ils rassemblent leurs troupeaux de bétail. Spectacle garanti. Tout éleveur ou propriétaire équin doit apprendre à être confronté un jour avec les parasites internes de ses chevaux. Si certains de ces parasites constituent la principale cause de coliques chez le cheval, d'autres sont à l'origine de difficultés respiratoires. Ils peuvent même provoquer la mort d'un cheval à la suite de complications telles que la rupture de l'estomac, l'obstruction intestinale ou la diarrhée intense. Mais le plus souvent, les parasites internes occasionnent des troubles légers et difficiles à repérer, comme l'arrêt de la croissance, la dégradation de l'état général et une baisse du rendement dans le cadre d'activités sportives. Ces problèmes peuvent malheureusement passer inaperçus et à long terme engendrer de lourdes pertes. Voilà pourquoi il est important de faire régulièrement ausculter et contrôler son cheval par un vétérinaire. Les parasites sont en réalité des organismes apparus il y a des millions d'années, bien avant l'existence même des chevaux. Ces organismes ont survécu en créant des cycles biologiques compatibles avec les modes de vie de leurs organismes hôtes. Les chevaux, même les plus sains en apparence, abritent ainsi une quantité plus ou moins importante de parasites internes. Les dégâts que ces organismes peuvent provoquer, au-delà de leur présence systématique, se manifestent en général lorsque leur quantité dépasse un certain seuil à l'intérieur de l'organisme dit hôte. Un cheval sérieusement infesté par les parasites internes est caractérisé par une extrême maigreur, une faiblesse physique, un poids terne, un état général dégradé et parfois même un état d'anémie avancé. Selon la région de l'organisme, on distingue différents types de parasites internes. Certains attaquent l'estomac, d'autres l'intestin grêle ou le côlon, d'autres encore le foie, les poumons et les artères. Certains s'attaquent aux poulains âgés de quelques semaines ou quelques mois, d'autres aux jeunes chevaux d'1 an ou 2, d'autres encore aux spécimens jeunes comme adultes. Les parasites internes les plus régulièrement à l'origine de maladies chez le cheval appartiennent à différents groupes. On trouve d'abord les Gasterophilus, appelés aussi botfly. Ce sont des larves de mouches qui parasitent principalement l'estomac. Les mouches adultes déposent leurs œufs sur les robes des chevaux. On observe fréquemment ce phénomène en été et en automne, sous la forme d'œufs groupés en paquets blanchâtres, collés aux poils des membres antérieurs, sur l'encolure et sur d'autres parties de la tête. Lorsque l'on met en place un programme de contrôle des parasites, il faut connaître leur cycle évolutif et prendre en compte leur comportement épidémiologique, c'est-à-dire leur rapport avec l'environnement proche et les organismes hôtes. Plus de 90% des nématodes ou vers cylindriques se trouvent non pas à l'intérieur des organismes hôtes, mais à l'extérieur, dans l'herbe ou l'environnement immédiat. Les parasites passent une partie de leur existence à l'intérieur des organismes, notamment dans l'appareil digestif, où ils se reproduisent,
Ils ressortent ensuite avec la matière fécale et contaminent les prés, où ils peuvent rester actifs pendant des semaines, des mois, voire des années, attendant d'être ingérés par d'autres chevaux. À ce moment-là, ils se développent une nouvelle fois à l'intérieur de l'organisme du cheval. Lorsqu'ils atteignent leur forme adulte, ils éliminent leurs œufs à travers la matière fécale. Voilà pourquoi le degré de parasitisme d'un cheval est étroitement lié au niveau d'infection de son environnement. C'est la raison pour laquelle les traitements antiparasitaires doivent être accompagnés de mesures stratégiques de gestion des pâtures et des prés, ainsi que d'un contrôle rapproché des chevaux, dont se chargera le vétérinaire. L'objectif de ces programmes de contrôle n'est pas d'éradiquer l'ensemble des parasites. Ce serait utopique, mais surtout contre-productif. L'objectif est plutôt de contrôler leur population de façon à la maintenir à un seuil limite, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'animal. L'un des principaux moyens dont dispose le vétérinaire est l'analyse coprologique, autrement dit, l'analyse des matières fécales, qui permet d'identifier et de quantifier les œufs des parasites dans chaque gramme, OPG pour œuf par gramme, de matière fécale expulsée par le cheval. On trouve sur le marché aussi bien des produits spécifiques pour le contrôle de certains parasites que d'autres traitements à large spectre. En fonction des résultats des analyses de la matière fécale, il faudra choisir le produit le plus adapté. Il est conseillé d'alterner les traitements de manière périodique car les parasites parviennent facilement à développer une résistance aux antiparasitaires. Il faut donc savoir qu'une faible charge parasitaire n'est pas nocive. Elle ne nuit pas à l'équilibre dynamique du cheval et ne provoque pas de troubles particuliers. Elle permet même à l'animal de stimuler son système immunitaire et l'aide à développer ses propres défenses contre ces mêmes parasites. En conclusion, il faut apprendre à cohabiter avec les parasites pour maintenir leur population sous contrôle dans un équilibre salutaire pour le cheval. Depuis le jour où l'homme a domestiqué le cheval, il l'a habitué à vivre dans un endroit différent de son habitat naturel et souvent plus confortable. Mais il est nécessaire de maîtriser certains paramètres de base qui contribueront à rendre ce nouvel habitat encore plus accueillant. Le box, c'est un peu la maison de notre cheval. C'est lui qui doit s'y sentir bien, pas nous. En liberté, les déplacements et les exercices que peut effectuer un cheval représentent 15% de sa journée, c'est-à-dire un peu plus de 3 heures. C'est pour cela qu'il faut lui construire un box où il pourra se déplacer et déambuler en liberté. Sachant que la longueur d'un cheval varie de 2 mètres à 2,50 m, il faudra veiller à ce que chacun des murs du box mesure au moins 3 mètres de long pour laisser au cheval une liberté de mouvement suffisante. Dans certains endroits où l'espace manque, on peut tolérer un box de 2,50 m par 3, en particulier pour les races de chevaux plus petites, ou encore pour ceux qui ont la possibilité de sortir dans la journée, en liberté ou pour travailler. En revanche, le box où une jument va pouliner doit être plus grand pour qu'elle puisse faire de grands mouvements sans être gênée. On recommande un box de 4 mètres par 4 et si possible de 5 par 5. La jument se sentira ainsi plus à l'aise, sans compter qu'un espace un peu plus grand permet à 1 ou 2 personnes d'être à ses côtés. La porte d'entrée et de sortie du box doit être large, au minimum 1,50 m, pour éviter que le cheval ne se blesse en la franchissant. L'intérieur de la porte doit être le plus nu possible. Il ne faut laisser ni fer, ni charnière ou serrure qui pourraient le blesser. Dans le cas des portes coulissantes, il faut s'assurer aussi que les serrures ne dépassent pas du mur lorsque le cheval entre et sort de son box. Les portes à double battant avec la partie supérieure qui s'ouvre permettent au cheval de sortir la tête et de voir ce qui se passe à l'extérieur. Si la partie supérieure est composée d'une grille, les chevaux peuvent quand même regarder dehors. Ces grilles empêchent le cheval de s'appuyer sur la porte et de la pousser, abîmant ainsi son poil et endommageant les charnières.
Il existe aussi un système de grille en forme de V qui permet au cheval de passer sa tête à l'extérieur sans qu'il puisse entrer en contact avec ses voisins, limitant par là même le risque d'agression. Les boxes doivent être dotés en hauteur de petites ouvertures pour l'aération. Un box mal aéré peut être à l'origine de problèmes respiratoires chez le cheval. En outre, il est préférable que la hauteur des murs mitoyens soit d'au moins 2,50 m, car on a déjà vu des chevaux monter sur des murs plus petits pour tenter d'apercevoir leurs voisins. Ce conseil est à suivre en particulier dans le cas où le mur sépare un étalon d'une jument. Ce qui est aussi vivement recommandé, c'est que les chevaux puissent se voir, se flairer et sentir de la compagnie. Pour cela, on peut installer des grilles sur la partie supérieure des murs mitoyens au niveau des yeux des chevaux lorsqu'ils sont au repos. Ils pourront, grâce à la présence d'autres chevaux, se sentir protégés et rassurés. Quant à la nature du sol, les opinions divergent. Certains privilégient un sol en terre, affirmant qu'il a l'avantage d'être perméable, ce qui évite au cheval d'être en contact avec l'humidité de l'urine. D'autres préfèrent un sol en ciment, d'autres encore un revêtement de caoutchouc. Un revêtement en terre convient parfaitement, là où le sol est fin et perméable, comme dans le cas par exemple de terrains sableux ou très souples. En revanche, l'inconvénient avec ce type de sol est que de nombreux chevaux y raclent leurs sabots, formant des trous qu'il faut régulièrement reboucher avec de la terre. Un revêtement en ciment est plus facile à nettoyer, sans compter qu'aucun trou ne s'y forme. Mais il use énormément les fers des sabots lorsque les chevaux raclent leurs pieds. On trouve parfois des revêtements de briques avec des joints de ciment. La brique est plus absorbante et ses imperfections offrent une meilleure prise au cheval, réduisant les risques de glissade. Pour limiter justement les glissades, on rencontre aujourd'hui de plus en plus de box avec des revêtements en caoutchouc. Ils se présentent sous la forme de plaques ou de tapis assez épais, très efficaces et très résistants. La mangeoire se situe, elle, en général en hauteur, au niveau de la bouche du cheval. Cela permet d'éviter qu'il s'y prenne les antérieurs lorsqu'il a fini de manger. Mais pour dire la vérité, le cheval est à l'origine fait pour manger au sol. C'est la position qui lui convient le mieux. Quant à l'abreuvoir, il doit fournir au cheval de l'eau à volonté, c'est-à-dire tant qu'il veut et quand il veut, car l'eau est un élément vital pour lui. Il est vivement conseillé d'opter pour des abreuvoirs munis d'un flotteur réglable qu'il faut placer à hauteur suffisante pour empêcher le cheval d'y appuyer ses sabots. Les abreuvoirs avec palettes que le cheval peut activer ne sont pas très pratiques. En effet, la plupart des chevaux en été laissent couler l'eau en attendant qu'elle soit bien fraîche, ce qui détrempe le sol du box. Bien entendu, chacun devra adapter ses conseils en fonction de son budget et de l'espace dont il dispose pour construire un box. Même si l'avis d'un expert reste très précieux, de telles recommandations vous garantissent un box sûr, propre et accueillant, où votre cheval se sentira à l'aise, il ne sera que plus heureux. Au cours des premières étapes du dressage, tous les dresseurs sont confrontés à la résistance du cheval, réaction bien naturelle de sa part. La plupart des mouvements que nous exigeons de notre cheval étant inhabituels pour lui, son premier réflexe sera de faire tout le contraire. En tirant sur les rênes, le cavalier transmet une pression sur la bouche du cheval. Ce dernier est censé l'accepter et non pas s'y opposer. On appelle assouplissements latéraux du cheval les procédés qui lui apprennent à ne plus opposer de résistance. Pour cela, il faut sceller le cheval avec une sous-ventrière assez large et suffisamment serrée. On positionnera l'embouchure un peu plus haut que d'habitude pour éviter que le cheval ne passe sa langue par-dessus au moment où il sent la pression exercée par les rênes. Il faut travailler avec des rênes que l'on peut régler à l'aide d'une boucle, de manière à observer les réactions du cheval selon les différentes longueurs de rênes. Au début, on attachera l'extrémité de chaque rêne à l'anneau supérieur du mors,
pour que l'effet soit modéré et ne provoque pas de réaction violente chez le cheval. L'autre extrémité doit être fixée plus bas, à hauteur du centre de gravité du cheval, autrement dit, sous son garrot. La rêne doit toucher la bouche du cheval et exercer une pression lorsqu'il tient sa tête droite en position naturelle. Pour s'épargner la gêne procurée par cette pression, le cheval a le choix entre relever la tête en direction des rênes ou, au contraire, la baisser. Dans les deux cas, la pression des rênes s'atténue et le cheval se sent plus à l'aise. Dans ce genre de situation, il est préférable de travailler avec une longueur de rêne très lâche plutôt que trop courte. Si en détachant la longe, on remarque que les rênes ne touchent pas la bouche, on pourra alors les raccourcir un peu. Si l'on fait évoluer le cheval en liberté sans contrôler les rênes, il est conseillé de le faire à l'intérieur d'un enclos dont la forme et la taille importent peu. On fera évoluer le cheval de préférence au pas. Si le cheval ferme la bouche, cela signifie qu'il se sent à l'aise. On pourra alors répéter l'exercice du côté de l'autre rêne. La position de la tête dépend de la hauteur à laquelle sont placées les rênes. Des rênes basses forceront le cheval à abaisser sa tête, tandis que des rênes placées plus hautes permettront au cheval de tenir sa tête droite. Normalement, la ligne formée par les rênes fixes entre la bouche du cheval et leur point d'attache doit être parallèle à la ligne de l'horizon. Il est recommandé, au début du dressage, de travailler avec les rênes basses. En effet, le cheval, en baissant la tête, relève son dos. Il fait ainsi travailler les muscles de cette région, encore peu développés à cette période. Si le cheval ferme la bouche et parvient à tourner dans l'enclos, la tête fléchie, sans que les rênes, d'un côté comme de l'autre, ne touchent la bouche, alors on le fera passer au trot. Au trot, il faudra essayer de répéter l'exercice doucement, mais en rythme, jusqu'à ce que le cheval ferme de nouveau la bouche des deux côtés. On déconseille vivement, dans les premiers jours avec les rênes, de pousser le cheval au galop, car il pourrait se blesser à la bouche. Au fil du temps et pour augmenter le degré d'exigence, on peut fixer les rênes un peu plus haut. Cela obligera le cheval à relever sa tête et son encolure, et par conséquent, à abaisser sa croupe. Enfin, après tous ces exercices, on pourra fixer les rênes à la partie avant ou à l'arçon de la selle. De la sorte, on fera découvrir au cheval le genre de sensation qu'il éprouvera lorsque nous le montrons. D'une certaine façon, nous lui apprenons déjà le langage qui sera à l'avenir la base de notre communication. Mais pour l'instant, nous n'en sommes qu'au balbutiement. Il existe deux formes d'élevage du cheval, au pré ou en boxe. Lorsqu'un poulain voit le jour dans un box, il s'habitue dès son plus jeune âge à cet environnement. On imagine donc assez mal que des problèmes puissent survenir chez le cheval au moment de rentrer dans le box qu'il a toujours protégé, là où il a bu son premier lait et volé ses premières rations de nourriture à sa mère. Et pourtant, nombreux sont les chevaux qui refusent de rentrer dans leur box, synonyme pour eux d'enfermement, d'ennui et d'isolement. Voilà pourquoi cela peut s'avérer plus compliqué que prévu. Tout leur semble nouveau, et surtout si différent de ce qu'ils sont habitués à voir et à ressentir en liberté. D'abord, les 4 murs du box, qui forment un espace fermé. Puis la paille au sol, qui n'est pas disposée comme à l'habitude. On a presque l'impression d'entendre le cheval nous demander « Est-ce que je pourrais m'échapper d'ici quand je le voudrais, comme en liberté ?»
En levant les yeux, le cheval aperçoit une petite fenêtre qui sert à éclairer et à aérer l'intérieur du box. Mais il ne comprend pas pourquoi elle est placée aussi haut. « Je ne vais pas pouvoir regarder dehors ?» semble-t-il dire de nouveau. Et pour finir, une grande porte assez lourde ferme le box. On imagine facilement le sentiment du cheval lorsqu'il la franchit pour entrer. Fini la liberté. Il ignore encore que c'est là qu'il trouvera la nourriture dont il a besoin et qu'il n'aura plus à se mettre en quête d'eau fraîche et limpide. Afin de faire entrer un cheval dans un box sans difficulté, il faut d'abord l'habituer à manger du fourrage ou d'autres aliments lorsqu'il est encore à l'extérieur. On peut le laisser dans un enclos en compagnie d'un autre cheval déjà habitué à manger dehors, sans toutefois mettre plus de nourriture que celle prévue. Il apprendra assez vite, notamment si l'autre cheval est un sujet calme. Celui qui fait travailler le cheval ne doit manifester ni empressement, ni nervosité. Cette première tentative doit sceller la confiance qui caractérisera les rapports à l'avenir. Il faut montrer au cheval qu'il est mieux pour lui de rentrer dans le box et que dehors il pourrait être ennuyé. Trop nombreux sont ceux qui rentrent dans le box et cherchent à y faire entrer le cheval simplement en le tirant. Mais, en agissant de la sorte, ils obtiennent l'effet inverse de celui désiré. Il faut se rappeler qu'un cheval a toujours tendance à résister à la force et que par conséquent, dans ce cas, il reculera au lieu d'avancer. Pour commencer à travailler, il est conseillé d'utiliser un bozal doté d'une muserolle pour s'assurer un bon contrôle du cheval. La muserolle, dans ce cas, est composée d'une chaîne recouverte de plastique qui en atténue l'effet. Lorsqu'on tire sur la corde, la muserolle se resserre et exerce une pression sur le nez du cheval, plutôt désagréable. On commence donc par faire avancer le cheval en cercle en tirant légèrement sur la corde à chaque fois qu'il dévie de la trajectoire imposée. De cette manière, il apprendra à faire la relation entre les deux et à suivre la bonne direction pour éviter tout désagrément. Il ne faut surtout pas essayer de rentrer dans le box tant que l'on n'est pas certain que le cheval a appris à nous suivre, sans qu'on ait besoin de tirer sur la corde. Le cheval préférera de lui-même venir derrière nous pour ne pas sentir la pression du bozal. Ensuite, il devra choisir entre le bozal et le box. Si le cheval le veut bien, il faut à ce moment-là le laisser s'approcher le plus possible du box pour qu'il puisse le voir et le flairer. Cette approche du box devrait normalement le tranquilliser. Le cheval réagit souvent à ce qu'il considère comme le pire des désagréments. Et quand on sait ce que représente pour lui l'enfermement, on pourrait même s'attendre à ce qu'il préfère la pression du bozal. En imprimant au cheval une légère impulsion vers l'avant, ce dernier va se mettre à reculer. À ce moment-là, il faudra le faire reculer par de petites secousses sur la corde, comme pour punir son refus d'aller vers l'avant. Loin du box, nous cesserons de l'importuner pour reprendre la marche, afin qu'il nous suive à nouveau, sans faire usage de la force et sans punition. Il faudra par la suite le faire reculer chaque fois que cela sera nécessaire. Mais le cheval comprendra vite qu'il est préférable pour lui qu'il avance sans s'arrêter, même si cela l'amène à pénétrer dans le box. Enfin, n'oubliez pas de le caresser et de lui donner à manger lorsqu'il entre dans le box pour la première fois, mais sans y laisser de nourriture. Ensuite, il faut le faire sortir assez vite pour lui donner la sensation qu'il peut sortir du box quand il veut et sans obstacle. Répétez cela plusieurs fois jusqu'à ce que le cheval entre dans le box naturellement et tout seul. Après une bonne ration de nourriture dans la mangeoire du cheval, pour le récompenser d'être entré dans son box, on pourra enfin lui retirer le bozal et le laisser en paix. Il se sentira désormais à l'aise dans son box
où personne ne viendra le déranger.